j'ai trouvé un livre sur l'exil à l'époque romaine. Il y a un livre qui a été publié il y a 3-4 ans. C'était l'exil de Rome dehors. Pas d'exil de Judée vers. C'est-à-dire on a exilé des Juifs qui ont fait du prosélytisme à Rome, on les jetait de Rome vers le Judée. Mais pas l'envers. Et ce sera clair. Avec les deux grandes révoltes des monothéismes juifs contre le paganisme romain, je parle sur 64 et 1935, on a pris beaucoup de prisonniers, on a fait beaucoup d'esclaves. D'ailleurs, ils étaient les premiers de devenir l'ambassadeur de ce premier monothéisme dans le monde occidental. J'avance dans mon livre que les Juifs ne sont pas partis de Judée. C'est une religion qui a commencé à démarrer de là-bas. J'ai éprouvé dans mon livre que la présence des Juifs, déjà dans l'Empire romain, ne vient pas de l'effet qu'ils étaient exilés, mais c'est l'effet de conversion massive dans l'Empire romain des êtres humains autour de la Méditerranée, des païens qui deviennent juifs. Ça commence, si vous voulez, déjà à Babylone, il y a un certain régime juif, et ça continue autour de la Méditerranée. J'avance les thèses que ce n'est pas le christianisme la première religion prosélytiste, mais c'est le judaïsme. J'avance des preuves, j'avance des évidences pour montrer, et j'essaie de prouver un point de vue démographique que ce n'est pas possible que la présence des Juifs c'est un fait d'émigration ou d'exil, mais c'est plutôt un effet de conversion. C'est-à-dire, si on autorise le mot peuple pour un groupe humain qui a la même origine, on ne peut pas l'appliquer sur les Juifs. Parce que l'origine des Juifs est variée, toujours en pluriel, avec une grande richesse des origines. Donc, les Juifs sont venus de beaucoup de peuples. Avant le christianisme, c'est le judaïsme qui devient le grand monothéisme qui essaie de battre le paganisme dans le monde antique. Et je montre qu'il n'y a pas seulement des individus qui deviennent juifs, il y a des royaumes qui deviennent juifs. Et je nomme une partie de ces royaumes qui deviennent juifs et qui diffusent la religion juive. Mon livre n'est pas sur l'histoire des Juifs. Mon livre est concentré sur la décomposition de l'histographie sioniste des Juifs. Parfois, je m'appuie sur les évidences de l'Antiquité, du Moyen-Âge. Mais mon livre est une décomposition de l'histographie sioniste qui a commencé à être, qui commence à naître dans la deuxième partie du XIXe siècle. À la même époque, qu'on commence à construire un peuple français, à partir de Clovis ou des Gallois. À la même époque, qu'on commence à bâtir un peuple allemand, à partir de Teuton. À ce moment-là, on commence aussi, face à cette construction imaginaire, mythologique de destin du peuple, on commence à construire aussi l'histoire du peuple juif, surtout en Allemagne, avec un concept ethnocentriste très fort, l'histoire linéaire de ce peuple qui est parti de Palestine et a commencé à redonner. C'est ça mon livre. Je prends cette histographie et je montre comment cette histographie, qui commence deuxième partie du XIXe siècle, devient, comment dire, une common sense. Aujourd'hui, les Juifs exilés sont plus ou moins, mon livre essaie d'exposer un récit historique alternatif. Est-ce que je suis purement un historien?
post-sioniste? Oui et non. Comme historien, j'ai un contrat avec l'université que je dois raconter les vérités. Dès que je sais que quelque chose n'est pas vrai, j'essaie de démontrer, de détruire. C'est la raison que j'ai écrit le livre. Je reçois un salaire pour dire la vérité. Et je dis à l'université, voilà, je commence à écrire les vérités. Et je sais que jamais je n'arrive pas à une vérité absolue, mais j'essaie quand même. Mais pas dire de bêtises. Le dernier chapitre dans mon livre, pour faire court, aborde l'histoire du sionisme et surtout essaye d'analyser les caractéristiques de l'État d'Israël et essaye de montrer pourquoi l'État d'Israël n'est pas un État démocratique. En général, les gauchistes, on dit que ce n'est pas un État démocratique parce qu'ils occupent des territoires occupés sans donner de droits politiques aux occupants. 42 ans, hein? Israël occupe un peuple sans lui donner les droits minimaux de souveraineté de soi. J'essaie d'occuper. L'État d'Israël n'est pas démocratique parce que l'essence de cet État, le but, comment dire, la recherche de, c'est-à-dire le bon de cet État, est servir les Juifs dans le monde et pas les citoyens de cet État. Une démocratie, avant beaucoup d'autres choses, c'est un État qui doit servir tous ses citoyens sans aucune différence. C'est-à-dire servir des gens qui ne sont pas citoyens de cet État. Le dernier chapitre analyse et arrive à une conclusion que cet État, qu'il est un État libéral, donc le sens qu'il y a un libéralisme, pluralisme politique, le fait que je peux être un professeur à l'université de Tel Aviv, ça montre que cet État n'est pas un État totalitaire. Et si ce n'est pas un État totalitaire, ce n'est pas un État démocratique. Parce que 25% de la population vient d'origine arabe, 5% d'origine non juive de l'Europe de l'Est, cet État ne les sert pas vraiment. Oui, ils ont le droit de voter. Oui, ils sont à la Knesset. Mais comment dire, la raison d'être de cet État n'est pas de servir ses citoyens. Donc si demain, les Arabes de Galilée déclarent qu'ils veulent leur propre État, parce que l'État d'Israël, c'est l'État des Juifs, ils vont être dans la raison démocratique. C'est vrai ou non? 60%. Mais là-bas, il y aura vraiment des massacres. Là-bas, plus que Gaza, plus que Jenin, à mon avis. Vous comprenez ça? Cette contradiction profonde d'un État ethnocentrique, avec le cynisme en plus de ce pouvoir israélien, parce que la guerre de Gaza a montré que ce pouvoir, peu importe si c'est gauche ou droite, ce cynisme profond, la guerre de Gaza n'était pas encore le sommet. Donc, ma vision est très pessimiste. Mais je ne suis pas fataliste. Parce que je ne suis pas philosophe, je suis historien. Et comme historien, je sais que si les sociétés humaines est sortie du XXe siècle sans guerre nucléaire, tout est possible.